Bonjour, je m'appelle Grace Mayala, congolaise de Brazzaville. Alors, je fais cette vidéo au monde entier, mais en particulier à la diaspora, tous ces Africains, les Congolais, les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Haïtiens, les Angolais, tous ces pays d'Afrique-là qui peuvent m'aider à pouvoir récupérer mes enfants. J'ai été mariée à l'âge de 26 ans avec un expatrié que j'ai rencontré ici au Congo, mon pays natal. Et après notre mariage, j'ai rejoint ce dernier, c'est-à-dire je suis partie avec ce dernier m'installer dans son pays, l'Italie en l'occurrence, où je suis partie avec ma première fille aînée que j'ai eue avant mon mariage, âgée de 5 ans à l'époque. Et notre deuxième fils que j'ai eu avec ce dernier, qui était âgé de à peine une année et quelques miettes, nous nous sommes installés en Italie. Et quelques années après, j'ai été victime de violences psychologiques, de violences morales, mais aussi de violences dues à ma couleur. Voilà, donc j'ai vécu une espèce de prison dorée où tu es libre mais sans être libre. Et me sentant menacée, sentant ma vie en danger, j'ai dû partir en 2020. Simulant des vacances au retour du pays, mais en fait c'était pour sauver ma vie. Parce que étant sur le territoire, j'avais découvert que je vivais avec quelqu'un de très dangereux qui en avait après ma vie. Et ces derniers aussi avaient suspecté que je commençais à le suspecter. Donc être ensemble sur le même toit devenait invivable. Mais malheureusement, ce dernier ne le montrait pas, ne le démontrait pas. Donc c'était plutôt moi qui étais plus suspectée par sa famille. C'était moi qui étais susceptible d'être pointée du doigt. Donc pour ne pas finir ou à la morgue, en prison ou en asile psychiatrique, pardon, j'ai préféré m'enfuir. Parce que si j'étais restée, c'est où le monsieur me faisait passer pour folle, c'est où peut-être que je commettais un crime, ou c'est lui qui allait commettre un crime sur moi, donc l'un de nous deux allait mourir, ou la prison. Donc pour éviter, j'ai dû m'échapper, j'ai dû venir chez moi, dans mon pays. Cela fait 4 ans aujourd'hui que je mène ce combat qui est de pouvoir récupérer mes 2 garçons, parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'on s'est installé là-bas, j'ai eu un deuxième garçon. Récupérer mes 2 garçons qui sont aujourd'hui âgés, l'autre de 10 ans et puis le deuxième de 8 ans. 8 à 7 ans, des enfants que je n'ai pas vus depuis 2 ans. Donc, c'est-à-dire entre 2020 que je suis rentrée au pays, que je me suis échappée, que je me suis enfouie, j'ai pu repartir en Europe pendant 2 ans. Donc, de 2020 à 2022, je suis allée en Europe. Les billets étaient payés par ce dernier, mon ex-époux, parce que nous avons eu recours à un mariage, un divorce, pardon, à l'amiable, demandé par lui et que j'ai validé parce que je n'avais pas d'autres ressources, d'autres moyens. Tout ce que je voulais, c'était retrouver ma liberté, retrouver ma vie. Donc, je suis partie abandonnant derrière moi la maison, l'héritage et tout ce qu'il pouvait y avoir et me contenter de refaire ma vie ici en Afrique. Mais sauf que lors de notre séparation à l'amiable que ce dernier m'a proposé, on avait dit, on s'était entendu, il disait que j'aurais le droit de voir les enfants, on déciderait où les enfants vivront, que ce soit chez moi ou chez lui, il n'y aura pas de problème. Nous sommes allés même voir un avocat où il attestait cela, qu'il prendrait soin de moi et des enfants et que les enfants vivront chez l'un de nous deux selon l'accord et l'entente que nous aurons, parce qu'il voulait un divorce à l'amiable. Donc ce dernier m'a fait croire qu'il est mon ami, qu'il resterait mon ami et qu'on resterait des bons amis. Et moi, j'y ai cru. Ce qui s'est passé, bien sûr, pendant ces 4 ans, nous sommes restés des amis. Pendant que moi, je pensais que nous étions des amis, il continuait à m'aider, il continuait à s'occuper de moi. Or que, en fait, monsieur est en train de orchestrer quelque chose de machiavélique. Il cherchait derrière cette amitié m'arracher les enfants, derrière cette amitié me garder le plus loin possible, derrière cette amitié faire passer le temps afin que je ne puisse plus repartir sur le territoire européen parce qu'il était en train de calculer le nombre d'années qu'il restait à mon titre de séjour. Alors, marié pendant plus de 5 ans et résidant dans les territoires européens pendant près de 4 à 5 ans, j'aurais pu avoir ma nationalité. Malheureusement, ce dernier et sa famille n'ont jamais
permis. Après plusieurs années de mariage, je découvre que même la demeure, le domicile où nous vivions, moi, mon ex-mari et mes enfants, n'avait jamais été à notre nom. Domicile que moi, j'avais demandé qu'on achète parce que j'ai rencontré ce dernier ici en Afrique, dans mon pays. Il habitait encore chez ses parents. Je lui ai proposé qu'on puisse acheter une demeure s'il en avait les moyens. Je l'ai accompagné d'aller le faire et nous l'avons fait ensemble. Mais malheureusement, arrivé sur le terrain, après avoir fait les recherches, après avoir trouvé le bien immobilier qui nous, qui était à notre goût, nous y avons vécu et 4 ans plus tard, je découvre que ce dernier n'a jamais été à nous deux alors que j'étais présente à la signature et en tant que femme mariée, avec communauté des biens, cette maison devait être à tous les deux, ce qui montre tout simplement la mauvaise foi de ce dernier depuis le début, qui était tout simplement d'exploiter une jeune fille naïve, de récupérer ses enfants, de mettre cette dernière à la porte. Je tiens à noter que si je suis partie, c'est parce qu'il y a eu atteinte à ma vie physique aussi, par des tentatives d'empoisonnement qui n'ont jamais marché, par des tentatives de suicide qui n'ont jamais marché, telles que m'emmener au bord d'un lac pour m'y jeter, me balancer au travers d'un bateau de croisière, mettre du poison dans certains de mes aliments, ou encore envoyer des hommes sonner à mon appartement à 1h du matin, là où je me trouvais moi et les enfants pendant que ce dernier était en voyage. Un appartement où il venait de nous installer, lui, après à peine 2 ou 3 mois, où personne ne me connaissait dans cette ville, dans cet endroit, pas d'amis, pas de famille, personne. La seule connaissance, c'était que lui. Un appartement où nous sommes installés avec nos 3 enfants, c'est-à-dire les 2 que j'ai eu avec lui et la première qu'il avait adoptée que j'ai fait d'une précédente relation. Nous avons été toqués à 1h du matin par 2 inconnus que nous ne connaissons pas. Mais heureusement, je n'avais pas ouvert la porte. J'ai pu les regarder par le Judas. Un s'était présenté à la porte toquant. Mais sur le Judas, quand je n'ai pas ouvert la porte, je me suis rendu compte au moment de leur départ, il n'y avait pas qu'un seul homme, mais il y avait 2 hommes. Un qui toquait et un qui s'était caché sur le rebord. Dieu seul sait qu'est-ce qui me serait arrivé, moi et les enfants, ce soir-là, si j'avais ouvert la porte. On aurait été des victimes de simples voleurs, braqueurs ou cambrioleurs. Mais moi, je sais que cela venait de mon ex-époux qui voulait se débarrasser de moi pour me faire taire, après découverte de plusieurs choses secrètes de leur famille, après découverte de plusieurs secrets de sa vie, pour se débarrasser de moi tout simplement, ou me faire taire au silence à tout jamais. Parce que je devenais une menace pour la famille. Suite à la mort du père de ce dernier, c'est là que tout a basculé. Monsieur n'avait plus de raison de faire semblant d'aimer, n'avait plus de raison de continuer le mariage, n'avait plus de raison d'être le fils ou le mari modèle. C'est là que tout avait basculé et c'est là que j'ai dû partir pour venir. Une fois rentré chez moi au pays, on a gardé cette relation d'amitié parce que, souvenez-vous, il avait dit un mariage, un divorce, pardon, à l'amiable. Donc on a gardé cette plutôt amitié que moi je pensais amitié. Donc je recevais mes pensions, ce que j'appelais en pension. Le monsieur continuait à m'aider. Voilà, il me disait des phrases comme: je suis la personne qui t'aime le plus au monde, je suis la seule personne que tu as au monde, sans moi tu n'as personne, il n'y a que moi qui t'aide. Et ce qui semblait vrai, parce que en ce moment je passais des épreuves et des temps tellement difficiles. J'étais rentrée dans le pays, j'avais raconté tout ce que j'avais vécu à ma famille. Aucun des membres de ma famille ne me prenait au sérieux, aucun des membres de ma famille ne me croyait, parce que j'avais affaire à un homme de couleur qui les avait donné des présents. Donc me croire était, je ne sais pas, anormal peut-être, ou tout simplement parce que les gens, lorsqu'ils ont reçu tout ce qu'ils devaient recevoir, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre. Quand tu te retrouves dans la merde, tu es seul, à toi seul de laver tes casseroles. Donc j'ai vécu dans cette solitude, et celui qui était là, c'était encore lui. Donc le monsieur qui me tuait, le monsieur qui me poignardait, le monsieur qui me mettait à la porte, le monsieur qui m'a arraché les enfants inconsciemment, était encore celui qui essuyait mes larmes de près. Mais sauf que à cette période-là, je ne me rendais pas compte qu'il était en train d'arracher mes enfants. Je ne me rendais pas compte que c'était vraiment un ennemi qui était là de cette façon. Je savais qu'il m'avait fait du mal en Europe. Je savais qu'il en voulait à ma vie. Mais je m'étais dit que j'avais voyagé, j'étais partie, et tout ce qu'il voulait, lui aussi, c'était
que je ne parle pas, que je me taise. Donc il essayait de se rattraper. Il y a des moments, il était tellement gentil que je me disais même qu'il culpabilisait de tout le mal qu'il m'a fait. Et l'unique façon pour lui de laver sa conscience, c'était de pouvoir m'aider à me relever, ce que je lui disais. Après tout ce que tu m'as fait, la moindre des choses, c'est de m'aider à me relever parce que c'est toi qui as détruit ma vie. Et il disait, ça ne me dérange pas tant que je pourrais, je t'aiderai à te relever. Donc pendant toutes ces années, le monsieur m'envoyait de l'argent quand j'en avais besoin pour m'aider à me relever et aussi à prendre soin de ma première fille qu'il avait presque adoptée. Donc il continuait à se faire passer pour l'ex-mari modèle, le monsieur modèle, et je tombais dans ce piège-là. Sachant qu'il avait une manipulation psychologique sur moi, donc ce qui faisait que je remettais en doute parfois ce que j'avais vu, ce que je croyais, ce qui m'avait fait sortir là-bas. Parce que là-bas, j'avais découvert qu'il était très dangereux, j'avais découvert qu'il voulait m'assassiner, j'avais découvert qu'il m'empoisonnait. Mais lorsque tu te retrouves seul là, à croire quelque chose que tu as vu, à expliquer aux gens et que personne ne te croit, personne ne te vient en aide pendant près de 4 ans et que la seule personne qui est là pour toi est celle que tu suspectes, ton ennemi, ton bourreau, tu peux très rapidement croire qu'il a raison, que c'est lui qui t'aime, ce n'est que lui qui est là pour toi et c'est la seule personne que tu as sur la terre. Parce que ça, c'était les phrases qu'il me disait. Donc pendant les 4 ans, le monsieur subvenait à mes besoins, chose que je trouvais normale. Sans savoir que en fait c'était une manière de faire passer le temps, sans savoir qu'en fait le monsieur voulait que ma carte de séjour s'expire afin que je ne puisse plus repartir en Europe parce qu'au moment où ma carte serait expirée, là il changerait son vrai visage, arrêterait de me payer le billet et ne permettrait plus que je puisse partir. Avant que la carte s'expire, tout à coup, subitement, le monsieur me dit qu'il m'a tellement aidé que la banque lui doit de l'argent. Donc, notre maison familiale, matrimoniale, qui nous appartenait normalement à nous deux parce qu'on avait des biens communs, était saisie par la banque. Vrai ou faux, je ne sais pas. Il se mit à déménager les choses et toutes mes affaires parce que j'étais partie, j'avais tout laissé. Donc toute une vie construite, la banque avait pris. Il a ramené les choses chez sa famille. Mais moi, je suspectais que tout ça était faux parce que l'objectif était de ne plus me faire repartir sur le territoire. Donc il fallait monter tous les coups possibles pour ne plus que je m'accroche en arrière. Mais moi, cela ne me faisait rien. Je n'étais pas attachée au matériel. Tant que je parlais avec les enfants, c'était ça le plus important. Cet épisode est passé. Je suis restée pendant 4 ans en contact avec les enfants au téléphone, parlant normalement tous les jours sur WhatsApp comme si j'étais présent. Après 2 ans en Afrique, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Au bout de 2 ans, la carte de séjour était expirée. À ce moment, je ne pouvais plus partir. Je pouvais aller la renouveler. Et lorsque je proposais au monsieur de partir renouveler la carte à mon ami, celui qui est mon ami, parce que nous sommes restés amis pendant tout ce temps, comme par hasard, monsieur n'a plus d'argent, comme par hasard, c'est plus possible, comme par hasard. Et c'est là que je commençais à ouvrir les yeux. C'est là que je commençais à réaliser qu'en fait, je me faisais manipuler. C'est là que commençait ma descente aux enfers et que je commençais à me rendre compte en tant que mère qu'il était en train de chercher de m'arracher les enfants indiscrètement. Puis commença l'épisode où j'appelle les enfants ne veulent pas me parler. Commença l'épisode où j'appelle les enfants crachent sur le téléphone. J'appelle les enfants jettent le téléphone par terre. Donc limite, j'ai un écran en vidéo et je regarde dans le vide. Je ne comprenais pas. Je me disais que les enfants étaient un peu frustrés par rapport au temps qu'on avait fait qu'on ne s'était pas vu. Parce qu'on était déjà presque à 1 année et demie qu'on ne s'était pas vu. Et puis j'ai commencé à en parler aux gens. Les gens me disaient, non, il est en train de retourner les enfants contre toi. Et je me suis rappelé à l'époque où ce dernier travaillait à l'étranger. Moi, je restais avec les enfants. Il nous appelait tous les soirs, mais à aucun moment les enfants l'insultaient ou réagissaient de la sorte. Et c'est là que j'ai compris, des petits enfants de cet âge-là, s'ils commencent à réagir de la sorte, c'est qu'il y a des choses qui sont dites. J'ai expliqué à plusieurs personnes, les gens m'ont dit, ils sont en train de te ravir les enfants, ils travaillent le cerveau des enfants, il faut que tu te lèves, sinon tu risques de te retrouver un matin sans tes enfants. Non seulement il va les éloigner, mais il leur mettra dans le cerveau que tu les as abandonnés. Chose que je n'ai jamais fait. Parce que pendant que j'étais en Europe, j'ai tout fait pour attirer l'attention de la police que j'étais en train de vivre des maltraitances. Ma vie était en jeu. Je suis allée à Paris, précisément à Aix-en-Provence, où j'ai contacté la police. J'ai expliqué tout ce que je vivais. J'ai été enregistrée et la police avait bel et bien vu que j'étais sous influence. J'étais sous contrôle, que je vivais bien des manipulations psychologiques, mentales, que j'étais face à un manipulateur. Parce que j'étais allée à la police qui s'occupe des violences contre les femmes en Aix-en-Provence. Et après avoir expliqué mon récit,
étant des gens du domaine, connaissant bien leurs procédés, les procédés de ces pervers narcissiques, eux, monsieur le policier, la police m'a fait comprendre que j'étais bel et bien victime de ce genre de choses et que malheureusement, eux ne pouvaient pas me venir en aide parce que je n'étais pas citoyenne française, parce que je n'habitais pas à Paris, mais que j'habitais en Italie. Donc, c'était l'Italie qui devait m'aider. Je suis repartie en Italie, j'ai essayé de voir la police. Malheureusement, avec la barrière de la langue, je n'expliquais peut-être pas comme il fallait, mais moi je pense qu'ils me comprenaient parce que je parle assez bien italien. Mais peut-être que ma peau a fait défaut, ma couleur de peau a fait défaut, ma race a fait défaut. Pour ceux qui vivent en Italie, ils savent quand même qu'il y a un grand taux de racisme là-bas. Donc le dossier n'a jamais abouti. Amis, camarades, j'en avais pas parce que ce dernier s'assurait que chaque relation que je pouvais entreprendre, il partait gaspiller en disant où j'ai le mal du pays, je n'arrive pas à m'intégrer, ou je suis parano, ou alors tout simplement je ne suis pas une bonne personne. Il venait auprès de moi, il disait que tous les Italiens sont des racistes, je devrais les prendre de haut, ils sont jaloux de mon teint, de ma taille, et moi je croyais, sans savoir qu'il essayait de diviser pour mieux régner. Quand je me tournais vers sa famille, ces derniers ne me croyaient pas. J'ai eu quelques attaches avec des membres de sa famille, précisément sa cousine. Mais je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, après 4 ans que je suis partie, aucun des membres de sa famille n'a jamais daigné écrire ni un message, ni un appel pour demander le pourquoi j'étais partie, qu'est-ce qui s'était passé. Point d'interrogation. Pour moi, c'est tellement clair. Ils ont cru ce que lui, il leur a dit et ils n'ont jamais cherché à savoir ce que moi, j'avais vécu. Déjà là, on en revient au racisme. Bref, je ne suis pas là pour accuser une race, non. J'ai des enfants de couleur, je voyage beaucoup, j'adore tout le monde entier. Donc cette vidéo, le but n'est pas ici de venir dénoncer une discrimination raciale, non. Le but est que la justice soit établie, que la justice soit faite. À la suite de ma venue ici en Afrique, j'ai déclenché le divorce. Parce que c'est moi qui demande que nous puissions nous séparer. Donc nous avons été séparés depuis en Italie. Voilà pourquoi il nous avait pris cet appartement où il avait envoyé des gens pour venir nous cambrioler, moi et les enfants. Je recevais des appels étranges en pleine nuit de certaines personnes qui disaient le connaître. J'ai reçu même des appels d'une certaine femme qui me disait que c'était sa femme. J'étais complètement confus. J'étais complètement découragée, démoralisée. Limite, je ne savais plus quel était le vrai du faux. J'étais tellement traumatisée que je n'avais personne à qui parler. Il y avait une femme dans cet appartement qui m'écoutait, une Italienne qui me croyait. Dès que ces derniers, on était en séparation de corps, il m'avait pris un autre appartement et les enfants, il habitait ailleurs, mais il venait souvent me rendre visite. Parce que souvenez-vous qu'on était restés des amis. Et quand je présente ce dernier à mes voisins, leur faisant comprendre que ça, c'est mon mari, nous sommes en instance de séparation, mais c'est le père de mes enfants. Dès que je les présente, on dîne ensemble. Le lendemain, il repart en mission. Moi, je reste avec la voisine avec qui on partageait les enfants dans une même crèche. Cette dernière ne me dit plus bonjour, ne me salue plus. Et quand elle me voit, elle se cache. Quand on va prendre les enfants, elle s'assure d'aller avant ou après. Ou quand on se rencontre sur le chemin, elle se cache. Point d'interrogation. Donc le monsieur s'assurait que chaque relation que j'avais était détruite, parlant mal de moi. Tout le temps qu'on avait fait dans cet appartement, tout ce que j'avais disparaissait, tout était volé bizarrement et mystiquement. Bref, je suis au Congo, je décide de faire le divorce. Parce que quand je demande à monsieur de faire le divorce depuis l'Europe là-bas, il dit que ça coûte tellement cher qu'il ne peut pas le faire. Mais monsieur, en fait, voulait me maintenir sous emprise. Parce qu'il ne voulait pas être avec moi, mais il ne voulait pas me laisser aussi partir. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en général, les Italiens, ce sont des gens qui aiment faire des crimes passionnés. C'est eux qui détruisent, c'est eux qui quittent, mais eux, on ne les quitte pas. Les quitter, pour eux, c'est une défaite. Donc, quand vous les quittez, c'est comme si vous les défiez. C'est comme si, voilà, surtout pour des psychopathes. Donc, moi, j'étais cette noire-là qui avait pu défier cet homme blanc. En quittant le pays, en quittant cette vie de rêve, j'avais tout abandonné derrière moi. Et je pense que c'est une chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que pour eux, nous les Noirs, nous sommes prêts à tout pour de l'argent. Ils se disaient que je partirais en vacances, au bout d'une année, je ne supporterais plus ma vie de misère, je ne supporterais plus ma vie de galère, je ne trouverais pas quelqu'un comme lui, parce qu'il disait que tu ne trouveras pas une personne comme moi, je reviendrai pleurer à ses pieds. Pour lui, il ne croyait pas que j'aille jusqu'au divorce, j'allais me perdre une année, 2 ans, et après je viendrais pleurer à ses pieds. Pour lui, je n'allais peut-être... Donc il s'était senti rabaissé, il s'était senti... Il n'avait pas accepté cette chose-là, je pense, hein, d'après moi. Voilà pourquoi il continue à m'envoyer de l'argent
prétendant m'aider en tant qu'ami pour me garder toujours sous manipulation, afin qu'un jour je puisse repartir et me dire que c'est la personne qui m'aime le plus, c'est la seule personne que j'ai sur la terre et lui donner raison, là pour pouvoir m'achever définitivement. Mais malheureusement et heureusement pour moi, mon esprit n'avait jamais permis que je reparte parce que je savais que j'étais réellement en danger. J'enclenche la procédure de divorce ici, vu que lui là-bas il ne veut pas l'enclencher, me donnant plusieurs raisons. Mais moi je suspecte une personne qui veut me garder sous emprise. C'est-à-dire, je ne suis pas mariée, il ne veut pas se remettre avec lui, nous sommes d'accord que c'est fini, il ne veut pas non plus divorcer pour que je ne puisse pas pouvoir avoir une autre relation. L'objectif est de me tenir en laisse pendant longtemps comme un chien, une chaîne à sa merci, me donnant les miettes, me gardant dans le silence et me faisant pas progresser, me laissant pas aller de l'avant. Je déclenche un divorce ici dans mon pays natal, le Congo, où nous nous sommes mariés, chose que monsieur ne s'attendait pas. Au début, j'en parlais jusqu'au jour qu'il reçoit les papiers. Il a répondu favorablement. Nous avons pu être divorcés selon la loi congolaise où nous avons été mariés. Dieu faisant grâce, j'ai obtenu la garde des enfants parce que c'était des enfants mineurs dont l'un avait 3 ans à l'époque et l'autre venait d'avoir 6 ans. Les enfants m'ont été donnés. La loi congolaise a déclaré que les enfants revenaient à la mère, que le monsieur devait verser une pension de 500 ou 1000 euros, quelque chose comme ça. J'ai fait la capture d'écran et j'ai envoyé la sentence du tribunal au monsieur qui n'a jamais considéré cette sentence, qui n'a jamais exécuté, honoré ce que le tribunal avait déclaré. Pourquoi? Parce que le mariage a été célébré en Afrique, parce que la justice africaine n'a pas d'importance, parce que la loi congolaise n'est pas importante. Donc il fallait la loi italienne. Mais je n'avais jamais été mariée en Italie. Le mariage a été traduit en Italie, oui. Je lui envoie les papiers afin qu'il fasse la traduction en Italie aussi pour que l'Italie sache que désormais nous sommes divorcés, que je sois libre. Là, ça devient compliqué. 2 ans plus tard, aujourd'hui, le monsieur n'a toujours pas traduit le mariage. Il continue à s'en tenir sur le fait que, soi-disant, en Italie, nous sommes mariés, alors qu'il dit qu'il ne veut pas de moi, plus jamais de moi dans sa vie. J'ai décidé de ne pas m'occuper de sa fameuse traduction. Pour moi, je suis divorcée bel et bien depuis 2 ans parce que la loi congolaise m'a divorcée, parce que c'est ici que mon mariage a été célébré. Au moment où je suis à la fin de mon divorce, le divorce est fini, les enfants commencent à s'éloigner de plus en plus de moi. Il a moins de contrôle sur moi, moins de maîtrise sur moi, moins de manipulation sur moi. Il commence à exercer la pression sur les enfants. J'appelle, c'est les enfants qui crachent sur le téléphone, les enfants ne me parlent plus. Et en tant que mère, ça me fait mal, je développe des maladies, des ulcères et plein d'autres choses. Et si nul n'aurait été la protection divine, en ce moment, je serais peut-être sous la terre morte d'une crise cardiaque, une mère qui souffre pour l'absence de ses enfants. Et lorsqu'elle parle avec ses enfants, ces derniers l'insultent, la rejettent, des petits-enfants qu'elle a portés. Croyez-moi, c'est pas facile. Et j'ai vécu comme ça pendant 2 ans. Jusqu'au mois d'octobre où je dis assez, c'est assez. J'ai le droit de recommencer. J'ai le droit de revivre. Plein de femmes abandonnent les enfants. Parfois, on les accuse, mais tu ne peux pas mourir toute ta vie. Pendant toutes ces 4 années, je n'ai pas de vie. Je vois ma fille aînée souffrir parce que j'étais revenue avec elle. Et souvenez-vous, je soupçonnais ce dernier de vouloir faire des attouchements à ma fille. Donc, je n'ai pas voulu la laisser là-bas. Ce n'était pas son père non plus. Je suis restée avec elle. Donc, moi, j'avais fait 2 ans sans voir les petits. Mais elle avait fait 4 ans sans voir ses frères. Parce que dès l'instant qu'on avait quitté l'Europe en 2020, elle était venue, elle n'était plus jamais repartie. Parce que ce dernier payait mon billet pour aller voir les enfants, mais pas son billet. Donc, c'était une femme divisée entre l'Europe et l'Afrique, payant des domestiques pour rester avec la petite ici, pour la garder, et puis allant de l'autre côté regarder les garçons qui sont restés, ne pouvant rester pendant des mois et des mois parce que j'avais un pied là-bas, un pied ici. Celle qui restait ici était entre les mains des étrangers, que je payais, et Dieu merci, on ne l'avait pas fait du mal. Voilà ce que j'ai vécu pendant 2 ans, où je devais aller en Europe à 8000 km pour ne pas délaisser mes enfants, mais je délaissais la fille qui est ici. Revenir vivre avec la fille qui ne peut pas repartir en Europe, délaissant ceux qui sont là-bas. Mais gardons toujours le contact avec ces garçons tous les jours, tous les soirs, jusqu'à ce que monsieur les embourre des choses dans la tête et qu'il commence à refuser de me parler. En octobre, mon cœur est fatigué. Je décide d'abandonner. Je me dis, c'est pas grave, un jour ils reviendront. C'est mes enfants, ils ne m'abandonneront pas. Je les soutiens dans la prière
que la justice soit faite. Parce que j'avais tout essayé. Je suis allée à la police, je suis allée à Gabon, au Gabon, je suis passée à la chaîne de Gabon 24 pour en parler. Je suis allée à Gabon première dans l'émission Briser le silence pour en parler. Je suis allée en Côte d'Ivoire voulant rencontrer notre frère qui aide souvent les gens, Willy Dombo. Malheureusement, je n'avais pas pu être reçue à ces studios. Je suis partie au Cameroun où j'ai essayé de taper aux portes aux gens de bonne volonté, précisément en allant rendre visite à la maman de la fameuse chanteuse Indira du Cameroun, Madame, j'ai encore oublié son nom, Babouké, où j'avais laissé mon livre parce que je cherchais de l'aide. Je suis allée à Kinshasa essayer de faire des interviews avec plusieurs chroniqueurs pour chercher de l'aide. J'ai contacté plusieurs hommes de Dieu ayant de l'autorité pour essayer d'avoir de l'aide. J'étais une jeune fille perdue et livrée à elle-même, qui menait des batailles pour sauver sa vie, qui voulait récupérer ses enfants, qui voulait tout simplement avoir une chance de recommencer sa vie. Oui, j'avais fait une erreur d'avoir rencontré quelqu'un, de l'avoir épousé sans connaître son statut physique et spirituel. Oui, j'ai fait une erreur d'avoir quitté mon pays, d'être allé dans ce pays-là, d'avoir mis la vie de ma fille en danger, de l'avoir emmenée là-bas. Mais cela ne doit pas faire que je n'ai pas le droit de revivre. Depuis 4 ans, délaissée à moi-même, abandonnée sans que personne me comprenne, mais je me bats comme une lionne pour continuer de sourire, pour continuer à avancer. Comment sourire lorsque ton cœur est divisé en deux? Comment sourire lorsque tu as une fille qui avait 10 ans, qui a aujourd'hui 14 ans et qui ne voit pas ses frères, qui écrit partout dans sa chambre le manque de ses frères, qui dessine des familles brisées, des familles reconstituées. Une fille qui, son rêve est tout simplement voir sa famille se réunir. Une fille qui affiche dans les portes de ses gardes de linge que tout le monde part un jour. Vous imaginez l'état d'âme de cet enfant en ce moment qui n'a pas vu ses frères depuis l'âge de 10 ans, qui a aujourd'hui 14 ans et qui finit par écrire sur ses murs « Tout le monde part un jour », qui se lance au dessin et commence à dessiner des familles unies et qui aujourd'hui veut se lancer dans le droit pour devenir avocat parce qu'elle aimerait soutenir un jour des gens qui passent par ce dont sa mère passe, parce qu'un jour elle aimerait être justicière, parce qu'un jour elle n'aimerait pas tomber sur ce genre d'homme et qu'elle aimerait mettre ce genre de personnes dans les barreaux. Une fille de 14 ans qui avait peut-être une autre destinée, mais qui décide aujourd'hui de devenir avocate dans le futur, tout simplement parce qu'elle voit sa mère se battre pendant des années et être entre les mains d'un être humain comme elle qui la tient en laisse. Ce n'est pas facile. Vous voyez, je suis jeune, je me demande où je puise cette force. Entre cet enfant qui souffre de ne pas voir ses frères, qui souffre de voir sa mère mourir à petit feu, qui entend sa mère parler au téléphone, crier, pleurer parce que ses enfants ne sont pas en train de la parler. Mais en tant que mère, je ne peux pas pleurer. Je faisais comme si de rien n'était. Je les parle, mais dès que je raccroche au téléphone, je fonds en larmes parce que je vois qu'ils ont un dédain, je vois qu'ils ne veulent pas me parler. Une mère qui voit ses enfants qu'elle a portés, qui lui disent qu'on n'a pas envie de te parler, nous sommes occupés, je regarde la télé, je suis sur les vidéos et tu entends ta belle famille autour se moquant de toi, des enfants que j'ai portés. J'ai voulu aller en ambassade, faire beaucoup de choses, mais ma chrétienté ne me permettait pas. Voilà comment je suis restée dans le silence pendant 2 ans. Et ce monsieur ne me montrait pas qu'il voulait me prendre les enfants. Vu que je parlais avec eux, tout allait bien. Mais jusqu'à octobre, quand j'ai remarqué vraiment que même le contact téléphonique pourrait être coupé. Et j'avais tellement mal au cœur que j'ai décidé pour ma fille de couper le contact. Parce que plus je voyais les agissements des enfants, plus je voyais cette famille se réjouir de me faire souffrir. Parce que chaque fois que j'étais en conversation avec ces derniers, leur père, mon ex-époux, était toujours aux alentours. Tu sentais les rires, tu sens qu'ils regardent la caméra, ils se réjouissaient de voir mon visage se décomposer. Ils se réjouissaient de me voir triste. Ils se réjouissaient de voir les enfants m'insulter, refuser de me parler ou les enfants abandonner le téléphone sur la table. Et moi, je suis là en train de parler avec le mur. C'était très difficile. C'est plus qu'une mort lente. C'était très, très douloureux. Et ça, je l'ai vécu pendant 2 ans. Il fallait dire stop parce que je devais revivre. Pour cette fille qui n'a que moi, j'ai décidé de ne plus appeler les enfants pendant 1 mois. Jusqu'à ce que nous arrivions au mois de décembre où je dis non. Parce que je sentais qu'il avait obtenu ce qu'il voulait. Et je commence à contacter les enfants au mois de décembre. C'est devenu encore pire. Je découvre là mon jeune garçon qui ne parlait presque pas, qui était timide, de devenir très rebelle. Au point où il m'insulte maintenant, au point où il me blâme, au point où il me raccroche au nez.
C'est-à-dire, nous sommes passés à on ne veut pas parler, nous sommes passés à nous sommes sur la tablette, nous sommes passés à maman, maman, on a passé une sale journée, maman, mais quand même, ils sont là à raccrocher maintenant. Ah, écoute, on ne veut pas te parler, à raccrocher un garçon de 10 ans, à appeler et les enfants ne décrochent plus. Et là, j'ai compris qu'il était temps d'agir. Là, j'ai compris que il était en train de s'aimer des choses dans la tête des enfants. Là, j'ai compris que c'est une manigance pour faire croire à ces enfants qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ont été rejetés, alors que pendant 4 ans, je me bats. Et les preuves sont là. Je suis enregistrée à la police nationale de Aix-en-Provence. Je suis enregistrée à la police nationale en Italie, à Milan. Je suis enregistrée à la chaîne de télévision Gabon Première, Gabon 24. Je suis passée à Kinshasa et j'ai des preuves que jamais j'ai lâchées. Sans compter toutes les personnes que j'ai essayé de contacter qui n'ont jamais fait suite. Je n'ai jamais voulu toucher les réseaux sociaux parce que je suis chrétienne. En tant que chrétienne, nous réglons les choses d'une autre manière. Mais je pense qu'à un moment donné, la vie nous met face au dos. Où tu n'as pas d'autre choix. Quelle que soit ta dignité, ta valeur, ta honte, tes principes, il faut casser la porte. Tes principes, il faut hurler. Tes principes, il faut toquer à des portes que tu n'aurais jamais voulu toquer. Une fois de plus, la vie te pousse à un moment où il te prend tout et tu n'as plus rien à perdre pour justement te donner cette force-là d'exploser. Alors oui, aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. J'ai tout perdu. Pendant 4 ans, j'ai tout perdu. 4 ans de pleurs, 4 ans d'humiliation, 4 ans d'insultes, 4 ans de cris, 4 ans de solitude, 4 ans de rejet et de mépris envers tous ceux qui me rencontraient. Tout simplement parce que j'ai eu la malchance de rencontrer une personne. Tout simplement parce que je me suis sauvée là où d'autres femmes auraient pu être tuées, être victimes. Au lieu que ma famille et mes proches me soutiennent en me disant que oui, tu t'es sauvée. C'est mieux que tu sois vivante que tu sois morte. Oui, on te voit te battre pour tes enfants. Nous savons que tu ne les as pas abandonnés. Mais malheureusement, les gens me regardent comme cette mère indigne, comme cette femme qui a abandonné son foyer, comme cette femme qui n'a pas pu saisir la chance de rester avec un homme blanc, comme cette stupide qui a décidé de quitter l'Europe, l'Eldorado, le paradis, pour revenir en Afrique. Mais que vaut-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce que j'aurais fait de rester dans ce paradis si je revenais morte? Je pense que les gens devaient me féliciter de dire que tu as eu la force de sortir de là, tu as eu la force de t'échapper, tu as eu la force de nous revenir sain et sauve, ma fille. Mais malheureusement, les gens ont tourné le dos, m'accusant même d'avoir abandonné mon foyer, m'accusant d'avoir abandonné mes enfants, m'accusant d'être stupide d'avoir laissé l'Europe. D'autres sont allés jusqu'à dire, mais tu es stupide, tu aurais dû laisser ta fille là-bas. Parce que l'Europe, il y a plus de conditions que là-bas. Laisser ma fille entre les mains d'un prédateur au risque de se faire violer, au risque de se faire des choses que seul Dieu sait. Aujourd'hui, je viens vers vous, la diaspora, afin de m'aider à récupérer mes enfants, afin d'aider une mère qui s'est battue après 4 ans de resserrer ses enfants dans les bras. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec ces enfants. Et ce que j'ai vu en tant que mère, tant physiquement que spirituellement, si ces enfants ne reviennent pas à moi, c'est des délinquants demain. Ça sera des hommes sans cœur, ça sera des hommes insensibles. Parce qu'ils veulent les détruire. Parce que quand on aime vraiment des enfants, on ne les éloigne pas de leur mère. Même si on est séparé avec cette dernière, on ne parle pas mal de cette dernière-là. Pour éviter que les enfants... Déjà, le manque de la maman vont les rendre insensibles, vont les rendre violents, vont faire d'eux peut-être des vices dans la société, des hommes qui vont maltraiter et détruire d'autres femmes ou d'autres personnes. Mais en plus de cela, ils inculquent des choses qui ne sont même pas vraies. Parce que si ces petits arrivent au niveau d'insulter, de cracher, de faire tout ça, ça signifie qu'il y a des choses qui ont été dites. Alors que je ne vis pas pendant 4 ans. Alors que je maigris, j'ai perdu ma beauté. Alors que jour après jour, je m'occupe presque même pas de leur sœur. Parce que leur sœur sait que je mène ce combat. Jour après jour, nous sommes là, nous soutenons les mains, moi et ma fille, leur sœur, pour un jour que justice soit faite. Mais ça, ces enfants ne le savent pas. Après avoir parlé avec mon premier fils aujourd'hui, j'ai compris qu'il est temps d'agir. Parce qu'il est innocent. Il est victime de sa grande-mère, de sa tante et de sa mère. Ces 3 personnes-là qui sont en train de les détourner de moi. Mais je veux sauver ces garçons pour en faire des gens bien. Tu es là, tu me regardes, tu as des enfants. Tu n'aimerais pas être à ma place. Parce que si j'abandonne, je peux abandonner et me dire ce n'est pas grave, j'ai tout fait. Ce sont ces enfants qui en fassent ce qu'ils veulent. Mais je ne veux pas pleurer mes enfants demain. Je ne veux pas avoir des enfants voleurs, violeurs, braqueurs, tueurs. Je décide de me lever, de sauver mes enfants.
J'ai une éducation à leur donner. J'ai de l'amour à leur donner. J'ai des valeurs à leur apprendre. J'ai des principes à leur apprendre. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, ça sera une catastrophe dans 20 ans. Je suis jeune, j'ai toute la force de m'occuper de mes enfants, quelle que soit la pauvreté. D'autres me disent que mais l'Europe a plus de valeur, a plus de réalité, a plus de choses que l'Afrique. D'accord, on accepte. Mais je pense que l'amour, les valeurs sont plus importants qu'une richesse. Je préfère avoir mes enfants auprès de moi. Dans un puits de marigot, nous boirons l'eau. Dans une maison en bois, nous dormirons. Mais ils seront des âmes, des êtres sensibles, des humains et pas des monstres. Je viens auprès de la diaspora, vous qui êtes là-bas, afin de m'aider à toucher les autorités. Vous qui êtes là-bas, afin de me venir en aide. Parce qu'aujourd'hui, ce dernier sait que mes papiers ont expiré. Et il joue sur ça pour que m'éloigner parce qu'il sait que je ne peux pas partir. Et même si je rassemblais de l'argent pour partir, que je faisais un visa, où irais-je vivre ? Et je ne veux même pas partir parce que je sais que je suis en danger. J'y ai déjà été. J'y ai retourné pendant 2 ans. J'ai même contacté l'agence de anti-violence des femmes pour essayer. Cette femme en Italie, cette agence de violence des donnes, m'a dit, d'après ce que vous nous expliquez, vous êtes bien victime. Cet homme fait semblant d'être gentil avec vous pour vous garder dans le silence. Mais si vous voulez parler et que vous entamez la procédure du tribunal avec nous qui défendons les femmes, il faudrait que vous soyez armés parce que ce visage qu'il vous montre va se retourner, il va se protéger, il va se lever contre vous. Vous aurez affaire à une autre personne. Est-ce que vous êtes prête? Parce que la plupart des femmes qui entament cette procédure, quand elles sont devant leur bourreau et qu'elles voient le vrai visage du bourreau, se retractent, elles refusent, elles veulent arrêter le processus. Mais une fois que vous avez déclenché le processus, madame, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Et vous ne pouvez même pas repartir maintenant. Vous devez être sur le territoire italien jusqu'à ce que l'affaire soit menée à bout. Mais j'avais ma fille que j'avais laissée en Afrique. Comment rester là-bas pendant 1 année, 2 ans, peut-être 3 ans, avec un enfant qui est entre les mains de ma femme de ménage? J'étais obligée d'abandonner la procédure et revenir. Parce que celle qui était ici, c'était aussi le fruit de mes entrailles. Et je me suis dit, c'est mieux de mener la bataille dans mon pays natal. Mais aujourd'hui, je me lève parce que je me dis, l'Afrique aussi a une voix. L'Afrique aussi a une justice. Si mon pays m'a donné le divorce et que ce dernier n'a pas peur de ne pas exécuter la sentence de mon pays, de ne pas respecter le verdict de mon pays, de ne pas me donner les enfants, de m'empêcher de parler les enfants, ça veut dire qu'il n'a pas peur de la justice de mon pays. Ça veut dire qu'il considère que l'Afrique n'a pas de valeur, l'Afrique n'a pas de justice. J'ai dit à ce dernier que j'irai à l'ambassade, j'ai dit à ce dernier que j'irai à son travail, j'ai dit à ce dernier que je contacterai les autorités en mesure de régler cette affaire. Il m'a répondu, fais ce que tu veux, va où tu veux. Et pendant des années, je n'ai jamais réussi à le faire. Parce que plus j'entendais cette phrase, plus j'avais peur. Et plus je me disais finalement, il n'y a rien à faire. C'est vrai, je vais entamer. Combien des affaires sont restées inachevées? Combien de dossiers au Congo sont restés inachevés? Combien de femmes qui souffrent dans le monde entier, qui pleurent, qui toquent à des portes, qu'on n'a jamais résolues, qui n'ont jamais trouvé satisfaction, d'autres qui sont morts. Qui suis-je pour que ça change? Mais cet après-midi, quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, tout le monde n'est pas pareil. Tu as peut-être une chance. Quelque chose à l'intérieur de moi m'a dit, c'est mieux que tu fasses un pas, que tes enfants voient que tu as fait un pas pour les défendre. Parce que c'est pour eux que tu les fais. C'est mieux que tu essayes de les sauver, plutôt de les laisser entre ces mains de ces personnes-là. Ils n'en prennent pas soin. Tout ce qu'ils font, c'est de les gaver de jouets, de les mettre devant les réseaux sociaux, c'est tout. Aujourd'hui, mon fils de 10 ans est sur les réseaux sociaux et il lance des messages de détresse où il parle à ses abonnés, où il dit adieu à ses abonnés parce que ses abonnés sont méchants envers lui. Donc c'est un enfant traumatisé qui essaye de s'échapper sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, les amis aussi sont méchants. Mais c'est ça les réseaux sociaux, tous les commentaires ne sont pas positifs. Mais ça, lui, il ne le sait pas. Mais peut-être même le père n'est même pas au courant. Parce que tout ce qu'il fait, c'est les mettre devant la télé, les mettre devant les réseaux sociaux. Il est complètement désintéressé de la vie de ses enfants. Tout ce qui le plaît, c'est me faire souffrir en les prenant. S'il pouvait les jeter, il les jetterait. Parce qu'une fois, j'ai parlé avec le plus petit et il m'a dit un jour au téléphone, maman, papa a l'habitude de nous dire que nous sommes des singes. Que notre place est dans une forêt, notre place est dans un cage. Si un enfant de 4 ans peut dire ça, pendant qu'il dit ça, l'aîné, le grand frère vient lui dire que c'est faux. Mais la vérité sort de la bouche des enfants. Le grand doit être peut-être même traumatisé,
Peut-être même qu'il est fait du chantage, peut-être qu'il les maltraite. Je soupçonne qu'il les maltraite. Parce que chaque fois que je les téléphone, il est toujours à côté. Et les réponses des enfants sont dictées. Chaque fois que je les téléphone, tu sens que les enfants, quand je pose des questions, avant de répondre, ils regardent en haut et comme si on les disait quelque chose et ils répondent. En haut, c'est papa qui est derrière. À gauche, c'est papa qui est derrière. Les enfants sont peut-être sous maltraitance. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Quelle mère je serais s'ils sont violés là-bas? Si c'est un pédophile, si c'est un homosexuel, chose que je suspecte, mais que je n'accuserai pas. Mais je dis bien que je suspecte. Dieu seul sait qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils se comportent comme ça, qu'ils soient devenus aussi agressifs comme ça au bout d'1 mois. Je viens à faire appel aux autorités. C'est ma dernière pierre. C'est mon dernier pas. En moins, j'aurais essayé. Parce que je me dis, l'Afrique aussi a une voix. Parce que je me dis, dans l'Afrique aussi, il y a la justice, il y a la loi. Parce que je me dis que dans la diaspora, il y a aussi des bons cœurs. Parce que je n'ai pas d'autre choix que de toucher les réseaux sociaux aujourd'hui. 4 ans de silence, 4 ans où j'ai eu peur de parler, 4 ans où j'ai dit non, tu es servante de Dieu, tu es chrétienne. Non, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes chez nous les chrétiens. Tu ne touches pas les réseaux sociaux. Dieu seul sait comment je n'ai pas pu parler, je n'ai pas voulu parler. J'ai utilisé la lecture, l'écriture, où j'ai fait un livre pour raconter tout ça. Mais si je suis là aujourd'hui face à une caméra, c'est parce que derrière, il n'y a plus d'issue. C'est parce que j'ai tout perdu, parce que je n'ai plus rien à perdre. C'est le cri d'une mère. C'est le cri d'une mère à qui on a arraché les entrailles. C'est le cri d'une mère qui n'a pas serré ses 2 enfants dans les bras pendant 2 ans. C'est le cri d'une mère qui se dit peut-être qu'à ce moment donné, ses enfants sont peut-être sous les griffes d'un pédophile, ont peut-être des attouchements sexuels ou sont peut-être initiés dans quelle science, je ne sais pas. Parce que jusqu'à présent, ni sa mère a pris les enfants, ni sa soeur a pris les enfants. Les enfants sont encore avec lui, un homme vivant seul, que je soupçonne d'être gay. C'est le cri d'une mère qui voit sa fille aînée mourir tous les jours par le manque de ses frères. C'est le cri d'une mère qui voit sa fille aînée s'enfermer dans la chambre qui veut réussir à tout prix pour sortir sa mère de là et défendre sa mère. C'est le cri d'une femme qui n'a pas vu ses enfants. C'est le cri d'une femme qui a tout essayé. Et aujourd'hui, je suis écrivaine, j'écris des livres. Je suis artiste, je chante. J'ai chanté pour dénoncer tout ça. C'est le cri d'une femme qui a parcouru presque le monde pour pouvoir trouver une porte qui va lui répondre. On m'a traité de folle. Elle va de pays en pays, elle va de ville en ville, elle voyage partout. À la recherche d'un ange, d'une belle âme, d'un endroit où on va m'écouter. Même si ce n'est pas pour me faire justice à ce que moi j'ai vécu, les traumatismes. Là où cette famille m'avait porté main, près de 15 personnes de la famille me frappaient, moi, une Africaine. Tout ça, j'en passe. Ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que Dieu m'a gardé en vie et que je suis en vie. Mais ce que je refuse, c'est qu'ils font croire à mes enfants que je les ai abandonnés, que je les ai délaissés, que j'ai aimé peut-être leur sœur plus que eux. Ça, c'est ce que je ne veux pas qu'on me fasse porter. Parce qu'à aucun moment, je les ai abandonnés. J'ai tout fait pour les récupérer. Depuis 2 ans, je le supplie de me payer le billet que j'aille voir les enfants. Depuis 2 ans, je le supplie de me faire venir les enfants ici, même si c'est pour les vacances. Mais monsieur me fait du chantage de repartir parce qu'il sait que ma carte est expirée, parce qu'il sait que je n'en ai pas les moyens en ce moment de pouvoir aller. Mais même si j'en avais le moyen, j'ai peur d'y retourner parce que c'est un pays assez raciste et on ne fait pas la guerre sur un autre territoire. Mais ma plus grande douleur, ça a été cet après-midi quand j'ai vu mon fils dans une insensibilité, dans une agressivité, dans une rébellion. J'ai compris qu'il était temps pour moi d'agir. Je ne veux pas ajouter des rebelles, des insensibles dans la société, non. J'ai tant d'amour à donner à mes enfants. Et j'aimerais que mes enfants en bénéficient. Je suis encore vivante et jeune. Je veux m'occuper de mes enfants moi-même. Je demande à nos autorités congolaises qui vont tomber sur cette vidéo de me venir en aide, de faire respecter la loi congolaise. Le tribunal des grandes instances de Pointe-Noire a décrété que la garde me revenait et que la loi de mon pays fasse respecter la justice. Je demande à tous les gens de la diaspora, qui sont les porte-paroles, les voix des sans-voix, de manifester pour moi jusqu'à ce que
Dieu fasse grâce, que je revoie mes enfants. À tous ceux qui peuvent m'aider, je ne sais pas de quel moyen, pour que je puisse même payer le billet pour aller voir ces enfants. À tous ceux qui ont des grandes relations, qui peuvent intervenir dans cette situation. C'est mon dernier recours. J'ai tout fait pendant 4 ans. J'ai pleuré pour ne pas toucher les réseaux sociaux. Parfois, nous jugeons les gens quand nous voyons les choses sur les réseaux. On se dit, mais comment il aurait pu faire autre chose? Mais c'est vrai qu'on dit, tant que tu n'es pas dans l'eau, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Tant que tu n'es pas dans le feu, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis dans le feu. S'il faut mourir, alors je mourrai. Mais il est hors de question que je laisse mes enfants. Au moins, ils verront que je me suis battue et que je les ai sortis de cet enfer-là. Que je les ai sortis des griffes de cet homme. Je demande à tous ceux qui peuvent m'aider de partager cette vidéo dans leur page. À tous ceux qui peuvent m'aider pour que je puisse revoir mes enfants. Pour que mes enfants me soient redonnés. Pour que justice soit faite pour ces petits mineurs qui sont arrachés à leur mère. Parce que moi, je peux m'en foutre et me mettre de mon côté. Mais ce qu'on détruit le plus, ce sont ces enfants qui vont grandir sans amour maternel. Et je ne le veux pas parce que je suis vivante pour leur donner cet amour. Cette fille qui va être insensible, leur sœur, qui va peut-être devenir une femme qui ne va pas aimer les hommes parce qu'elle voit sa mère être détruite. Mais je refuse d'être cette maman victime qui abandonne. Je veux être cette maman héroïne qui s'est battue jusqu'au bout pour ses enfants. Je demande aux autorités de m'aider. Je demande aux autorités congolaises de faire valoir la justice congolaise. La justice a déclaré que moi, grâce Mayala, les enfants me revenaient de droit. La justice a déclaré que moi, grâce Mayala, j'étais bel et bien divorcée de M. Giovanni Damiano. Et que M. Giovanni Damiano se doit de donner les enfants à Grace Mayala. Mais M. Giovanni Damiano exerce une manipulation sur Grace Mayala mentale pour la garder dans le silence et la faire taire. Mais aujourd'hui, Grace Mayala décide de parler. Grace Mayala n'a personne d'autre à part Dieu. Et Dieu se manifeste au travers des hommes. L'homme que tu es, la femme que toi tu es. Je suis une femme forte de l'extérieur. C'est une femme forte là qui vous parle. Mais c'est une mère meurtrie. Couler des larmes ne va rien changer. Mais que le Seigneur touche vos cœurs. Je demande justice. Je demande justice. C'est 4 ans de douleur. C'est 4 ans de combat. C'est 4 ans de manipulation. C'est 4 ans de mépris. Je n'ai pas fait justice parce qu'il a voulu me tuer. Mais je veux faire justice pour que la justice congolaise soit reconnue. Pour que l'Afrique soit valorisée. Pour que la justice de l'Afrique soit valorisée. Pour que lorsque un verdict est donné venant de l'Afrique, que ça soit valorisé. Ce n'est pas parce qu'un mariage a été célébré en Afrique qu'elle n'a pas de valeur, qu'il n'a pas de valeur. Ce n'est pas parce qu'un verdict a été donné en Afrique qu'il n'a pas de valeur. Nous respectons les autorités de l'Europe, nous respectons les verdicts de l'Europe, nous respectons les choses qui viennent de l'Europe, que l'Europe aussi respecte les verdicts de l'Afrique, les sentences de l'Afrique, la loi de l'Afrique, la justice de l'Afrique. Je suis Grace Mayala. Je suis congolaise de Brazzaville. Je suis une mère qui a perdu ses 2 garçons. Pour chacun de ces garçons, j'ai failli mourir. Ça a été des accouchements très difficiles. Le premier, je suis rentrée à l'hôpital de 17 h jusqu'à 6 h du matin. J'ai été réanimée 2 fois parce que pendant son accouchement, j'ai failli perdre la vie. Parce que cet homme-là cherchait à me tuer depuis très longtemps avec des forces occultes. 2 fois. Je suis sortie de la salle d'accouchement à 9 h avec mon bébé dans les bras. Je me suis évanouie 2 fois. Pour le deuxième, je l'ai eu en Europe. En plein minuit, le 31 novembre. Le 31 octobre, pardon. J'ai accouché cet enfant dans les difficultés jusqu'à ce que je l'appelle Michael en hommage à l'archange Michael. C'est le fruit de mes entrailles qui m'a été arraché. Combien sont ces femmes qui abandonnent les enfants, qui enlèvent les grossesses? Mais une jeune fille a porté ses enfants jusqu'au bout. Je suis une maman responsable. Ma fille aînée, elle a 14 ans. Son père ne l'avait jamais reconnue.
Je l'ai élevé à l'âge de 20 ans, jusqu'à ce que cet homme est venu me rencontrer. Et quand ça n'a pas marché avec cet homme, j'ai pris ma fille, elle est avec moi jusqu'à aujourd'hui. Partout où je vais avec elle. Donc je suis une maman responsable. Si j'ai pu être avec cette fille jusqu'à 14 ans, ce n'est pas deux petits garçons que je ne pourrais pas élever. Je demande justice. Je veux juste que ça s'arrête parce qu'il nous a mis dans une prison. Nous vivons une prison, ma fille et moi. Il n'est pas Dieu, il n'est pas notre Dieu. Il nous a mis dans une prison de silence. Il nous a mis dans une prison. Parce que comment avancer? L'unique façon d'avancer, c'est que je fasse comme les autres. Je ferme le cœur, j'oublie que j'ai des enfants, je les abandonne, je me remarie, je fais d'autres enfants et dans 20 ans, on dit que c'est une mauvaise mère qui a abandonné les enfants sans savoir qu'elle a vécu dans la souffrance, meurtrie. Mais pour survivre, il fallait continuer. Parce qu'il faut bien continuer de survivre. Pourquoi devons-nous mourir? Donc je décide de faire ce dernier pas. Après ça, j'abandonne. Parce que j'ai une vie aussi. J'ai le droit de revivre, d'être heureuse. Ma fille aussi a une vie. Elle a le droit d'être dans un cadre où elle va sourire, s'amuser, être heureuse. Depuis 4 ans, nous n'avons pas ça. Nous avons une vie où nous communiquons comme si nous ne communiquons pas. Je suis au salon sur mon téléphone, elle est dans la chambre sur sa tablette. Elle dessine et s'exprime avec les dessins. Je m'exprime avec la musique et l'écriture. Chacun essaye de dégager son chagrin comme il le peut. On essaye de sourire, mais c'est très difficile. Nous ne serons plus les mêmes personnes à jamais. On est fatigué, on aimerait sortir de cette emprise. L'emprise de cet homme. L'emprise de ce silence. L'emprise de cette douleur. On aimerait tellement tourner la page pour une nouvelle vie. Si Dieu le veut, réunir mes enfants pour que je sois heureuse avec eux. Si telle n'est pas la volonté, je vais tourner la page sans ces enfants, avancer, recommencer notre histoire. Mais avant de le faire, j'ai décidé de jeter cette dernière bouteille à la mer, que la volonté de Dieu soit faite. Au moins, si j'aurais essayé. Mais il est temps qu'on sorte de cette prison. Il est temps qu'on sorte de cette prison. J'ai déclaré que 2025, je ne vivrai plus dans cette prison. Il m'a pris 4 ans de ma vie. Il ne va pas me prendre la 5e année. 4 ans à être derrière lui, 4 ans à l'appeler pour parler avec les enfants, 4 ans à crier ne fais pas ci, ne fais pas ça, 4 ans à crier respecte les lois du pays, 4 ans à crier laisse-moi tranquille, laisse ma vie tranquille, 4 ans envoie mes enfants, 4 ans paye-moi le billet. Je suis fatiguée de crier. Je suis fatiguée que ma fille me voie triste. Je veux un nouveau chapitre en 2025 avec mes enfants, tous mes enfants complets, ou seulement avec ma fille, que la volonté se fasse. Mais quelque chose m'a dit. Mon instinct de mère m'a dit, parle une dernière fois. Cette fois-ci, tu auras la solution. Cette fois-ci, on va t'écouter. Cette fois-ci, ton message va aller taper à la porte qu'il faut. À la personne qu'il faut. Les anges ne sont pas finis. Il y a encore des anges sur la terre. Les bonnes personnes, il y en a encore. Crois une dernière fois. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Crois une dernière fois. Il m'a dit un dernier pas. Je suis déjà dans le feu, qu'est-ce que je peux faire? Je suis déjà dans l'eau, je ne peux plus reculer. J'ai dit, Seigneur, pas les réseaux sociaux. Je ne pense pas pouvoir supporter les scandales ou la pression des réseaux sociaux. Mais j'ai déjà tout perdu, je n'ai plus rien à perdre. Le Seigneur m'a dit, crois une dernière fois. Fais un dernier pas, ma fille. Voilà le dernier pas que je fais. Vers toi qui me regarde, vers toi qui m'entends. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu as entre tes mains. Je ne sais pas comment tu peux m'aider. Mais tu as sûrement quelque chose que Dieu t'a donné, que tu peux me donner. Peut-être une relation, un numéro, quelque chose. Le Seigneur met toujours quelque chose entre nos mains pour pouvoir aider les autres personnes. Aujourd'hui, j'ai une fondation, je m'occupe des orphelins, j'aide beaucoup de gens. Pour qu'un jour, Dieu me rende ce qui est à moi. Peut-être que Dieu va passer par toi qui est là, qui me regarde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entre les mains. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné.
Mais je sais que le Seigneur te bénira. Comme cette veuve de Sarepta qui n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Mais lorsqu'elle avait obéi à la voix de Dieu, Dieu a dit, donne ce que tu as. Mais il me reste qu'un peu de farine, un peu d'huile. Il dit, donne ce que tu as. Mais son obéissance lui avait donné la bénédiction et sa maison n'a plus jamais manqué. Peut-être que tu n'as qu'une petite chose, un numéro de téléphone, une relation, quelque chose qui peut m'aider à revoir mes enfants, à payer mon billet pour aller chez mes enfants. Une maison peut-être pour m'héberger, pour que je parte et que j'arrive. Parce que cette maison qu'on avait, il a dit que la banque a pris. M'aider à rassembler de l'argent pour payer le billet. Nous aider, ma fille et moi, à repartir peut-être, je ne sais pas. Je suis bien en Afrique, j'aime l'Afrique. Je suis venue ici par ma propre décision. Je suis là pas pour l'Europe, je suis là pour mes enfants. M'aider peut-être à toucher, à toquer les portes pour qu'on me les renvoie. Peu importe comment tu peux m'aider, ce que tu as entre les mains que tu peux me donner. Je t'en supplie. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te le rendre. Je suis Grace Mayala. Je suis congolaise. Je suis africaine. Je suis ta soeur. Je suis ta mère. Je suis ta petite soeur. Je suis une fille du monde. Je suis une mère. Une mère aux entrailles retirées. Une jeune fille. Au cœur meurtri. Qui désire qu'une seule chose. Serrer son petit Michael et son petit Ethan entre ses bras. Voir ce sourire dans les yeux de sa fille le jour qu'elle reverra ses deux frères. Je suis une mère qui veut sauver ses enfants d'une famille psychopathe qui sont en train de détruire ses enfants. Je suis une mère qui veut sauver ses deux petits garçons pour en faire des bonnes personnes dans la société demain. Que le Seigneur vous bénisse.